Votre programme avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Le plan de trading de Smartbourse chaque lundi à 13h30 en direct, à retrouver bien sûr en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Les équipes d'IG nous accompagnent et c'est le chef analyste d'IG à Paris, Alexandre Baradès, qui est à mes côtés en plateau. Alexandre, bonjour. Bonjour Grégoire. On est au lendemain de l'échéance trimestrielle qui se déroulait vendredi. Effectivement, c'est un peu le constat qu'on dressait avec vos confrères vendredi. Il y a de moins en moins d'intérêt quand même sur les marchés européens et des indices qui restent comprimés dans une logique de range depuis 6 mois, voire 7 mois maintenant. C'est-à-dire qu'on a un schéma qui s'étend dans le temps de ce point de vue-là. Oui, et ce qui est un schéma très sain. Parce que nous avions une reprise qui s'est dessinée au second semestre l'année dernière, qui s'était faite sur de très fortes anticipations par rapport à la Chine notamment, des déceptions qui sont arrivées de ce côté-là, même si ça commence probablement à se stabiliser un petit peu désormais sur la Chine avec les dernières statistiques un peu meilleures qu'attendues, sans être bonnes pour autant, mais qui se stabilisent un petit peu. Et donc on retrouve des marchés qui finalement sont confrontés à une croissance européenne molle, des révisions à la baisse de la Commission et de la BCE par rapport à ça, mais sans pour autant de perspective de récession, même tout court, donc encore moins forte et pas de récession du tout, sous l'effet de taux qui sont restrictifs, là pour le coup en zone euro, mais on se rapproche, et on est peut-être même déjà, voire très probablement au taux terminal, au pic des taux en tout cas pour la Banque Centrale Européenne. Donc cette logique de range, elle peut encore durer finalement, et tout ce qui serait sorti, ce qu'on décrivait ensemble il y a déjà quelques temps, tout ce qui est sorti par le bas éventuellement des 7000 points, si on parle du CAC 40, serait plutôt à percevoir comme une stratégie de buy the dip, c'est-à-dire une sorte de capitulation de la consolidation. On irait peut-être faire écho à ce qui s'est passé au mois de mars sans les mêmes motifs. En mars, c'était l'épisode bancaire, mais retrouver les mêmes niveaux techniques par exemple. Mais pour moi, toute incursion sous 7000 ne ferait pas très long feu et serait vraiment à percevoir comme une vraie opportunité pour intégrer le range et ensuite sortir par le haut. Donc il n'y a pas de changement de cette logique, je trouve, d'analyse pour les mois à venir. Et je ne pense pas, et ça c'est un axe, je pense, clé dans l'analyse, il faut distinguer la consolidation et la distribution, c'est important. Pour certains, nous serions en train de distribuer, c'est-à-dire en gros, énorme rallye fin 2022 et 2023, on ralentit, ça ralentit et ça rechute sur des niveaux qui seraient quasiment les niveaux du point de départ du rallye l'année dernière. Ça, c'est la distribution. La consolidation, qui est le scénario que je défends moi, c'est au contraire un marché qui est redevenu un peu cher il y a 6-7 mois, sans pour autant être aussi cher que le niveau de 2021 post-Covid, où on avait atteint des multiples qui étaient pour le coup délirants par rapport aux fondamentaux. On a retrouvé des multiples qui étaient moins élevés qu'en 2021, donc il y avait les mêmes prix pour une moindre cherté, on va dire. Et cette cherté est encore en train de s'égrener parce que comme on consolide et que les résultats arrive toujours, on a des multiples qui continuent de se détendre un petit peu. Et là, pour le coup, on est sur des multiples qui sont à nouveau à peu près raisonnables pour les valeurs européennes. Ce qui est très intéressant, et si on garde alors l'Europe et le CAC 40 comme référence, c'est qu'un indice comme le CAC, peut même se permettre de voir LVMH baisser de 20% en 2 mois, sans remettre en cause cette logique indicielle de range. Oui, parce que là-dedans, vous avez aussi probablement des valeurs qui viennent amortir un peu ça, des valeurs cycliques, par exemple. On parle pas mal de la Chine ces derniers temps, on a beaucoup parlé en mal, mais on le disait, il y a quand même depuis maintenant 1 mois et demi, des statistiques, encore une fois, qui sans être bonnes, sont moins mauvaises, des pays manufacturiers qui sont un petit peu au-dessus des attentes, qui sont pas encore en expansion, mais qui sortent un peu au-dessus. La balance commerciale, par exemple, on a des exportations et importations, toujours en repli en données annuelles, mais moins négatives que le mois précédent et un peu au-dessus du consensus. On a eu les nouveaux prêts en yuan, toutes ces mesurettes pour l'instant, mais il y a quand même eu des baisses de ratios. Oui, ça s'accumule quand même. Voilà, oui. Et les ratios prudentiels pour bien les sûr. banques, ça, c'est pas des mesurettes, et il y en aura probablement d'autres à l'avenir. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que la partie un peu plus, peut-être cyclique du CAC 40, et le CAC est quand même un indice assez cyclique, c'est elle qui tient pas mal, et le constat se fait aussi pour l'Allemagne à côté. Regardez le DAX, par exemple, pas mal de valeurs tournent vers l'Europe, vers le monde aussi, mais avec un cœur industriel toujours assez fort. Le DAX, il reste dans le quart supérieur de tout son rallye depuis l'année dernière. Donc, avant tout, il faut le voir non pas comme un excès. Il y a 6 mois, ça en était un. 6 mois après, c'est la résilience. Et on peut encore consolider comme ça quelques temps, mais je ne pense pas qu'il faille vraiment faire le pari de retour fort de la vol, ou alors très ponctuel, buy the dip, et après on va chercher le sommet. Qu'est-ce qu'on peut dire du secteur des dépenses de biens de consommation personnelle pour les ménages
en Europe, qui comprend notamment ce secteur du luxe, justement. Oui, alors qui est très pendant le secteur du luxe. Le graphique que vous avez actuellement à l'écran, donc c'est l'indice européen, stock 600. Là-dedans, vous avez, l'indice fait 1500 milliards de capitalisation, et là-dedans, il y a à peu près 1000 milliards, si on inclut le réel, 1000 milliards de dollars du luxe. On voit quoi? On voit que donc l'excès, on va dire, réouverture Chine a été très sensiblement corrigé, qu'on retrouve des niveaux, même techniques, qui sont pas loin d'être les niveaux pré-Covid, en fait, qui étaient vraiment un repère technique qu'on avait assez fort, parce qu'en 2021, on était venu s'appuyer dessus. Après, on passe en dessous, sur toute la période confinement en Chine, etc., on passe en dessous, on voit que ça devient une résistance. On a cassé cette résistance. Et donc, si on doit... En fait, ça me permet juste, ce graphique, de donner un niveau de risque encore potentiel pour la valeur de luxe. En gros, je pense que quand on est à ce niveau-là, si ça devait encore lâcher un peu, et je mets un si, sans conviction du tout, mais si ça devait lâcher un peu plus, l'ordre de grandeur de la baisse, en moyenne pour le luxe, ça pourrait être de l'ordre de 5 à 7%. Donc, on voit que le gros du job a été fait en termes de correction sur des LVMH, peut-être Hermès encore un petit peu à venir, mais en gros, je trouve que c'est déjà très bien de remettre dès maintenant, parce que ce genre de trou d'air dans un secteur qui comprend le valeur du luxe, c'est déjà un sacré trou d'air, et s'il devait se poursuivre, 5-6% de plus devrait être suffisant. Voilà. Donc, soit on a la patience d'attendre éventuellement le support et on garde du cash et on paye le support, mais à trop vouloir attendre aussi, il y a le risque de pas être dedans. Sinon, on peut faire du 50-50. Si on a du cash, on peut déjà allouer sur les niveaux actuels, ça semble tout à fait pertinent, et garder un petit peu pour les 960 points si on est allé chercher dans les jours et les semaines qui viennent, ce qui n'est pas impossible, mais en dessous de ça, je vois très peu de probabilité d'y aller. Très peu. À l'opposé de ce secteur, qui comprend donc les valeurs en Europe les plus chèrement valorisées, LVMH, Hermès, etc. Vous êtes venu avec le graphique de l'Eurostoxx Bank, le secteur des banques de la zone euro précisément. Oui. Alors en termes de prix, qui tient correctement, on est sur des performances à 2 chiffres, peut-être autour de 15% depuis le 1er janvier pour les banques de la zone euro. La performance boursière, sans être extraordinaire, est à la hauteur quand même de ce qu'on a vu sur les indices majeurs développés. Qu'est-ce qu'on peut dire de la situation de ce secteur, qui garde quand même toujours une réputation de secteur difficile à investir, d'autant plus quand la macro se dégrade devant nous, avec le coup de froid envoyé par SocGen aujourd'hui et un plan stratégique qui a du mal à rassurer ou à convaincre les investisseurs. Qu'est-ce qu'on peut dire malgré tout de la situation technique de ce secteur? Mais il est quand même résilient. Il y a plusieurs points de constat. Si vous voulez déjà le point de mars, par exemple, on voit la chute de mars, 20-25% à peu près sur le secteur. SVB, c'est ça, voilà, mars 2022. SVB, le stress bancaire américain, puis après la partie sur la Suisse notamment, on voit qu'on a bien récupéré une large partie de tout ça. Et au-delà de ça, on distingue quand même la période d'avant grande crise financière, donc la crise des subprimes, là c'était le 25 évidemment, et finalement on est resté très bas aussi dans ce secteur-là, parce que c'était les 10 années un peu plus même de politique, alors, il y a quelques redressements de taux et autres, mais de politique de taux très bas, voire taux négatifs. Et ça, je pense qu'on a tous bien compris que c'était derrière nous, sans pour autant que l'inflation se poursuive encore trop longtemps. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que le secteur, c'est pas trop mal tenu, et non par l'effet de marge. Les taux qui progressent pour les banques, c'est bon, un schéma économique qui, pour l'instant, est assez résilient. Mais ne pas oublier quand même qu'en termes de volume, on voit la croissance des prix en zone euro, par exemple. C'est du 1,3 désormais pour les ménages. On était à 4,6 il y a à peine 1 an et demi. Et pour les entreprises, on est sur du 2,2%. C'est la plus faible croissance depuis 2 ans. Et avant, il faut trouver les niveaux quasiment de 2017 pour trouver des tels niveaux de faiblesse de croissance des prix aux entreprises. Malgré ça, ça tient très bien. Il y aura une phase très probablement, on y est très proche je pense, où les taux vont commencer à plafonner en zone euro, puis ensuite il y aura un pivot de la BCE et de la Fed l'année prochaine. Mais pivot ne voudra pas dire on retourne sur des politiques à zéro, voire taux négatif. Donc en fait là, le risque qu'on a un petit peu effectivement de ralentissement économique et actuellement, et même encore à venir de volume plutôt limité. Quand les taux vont repartir un peu à la baisse ou vont se stabiliser, les effets de volume vont repartir un petit peu quand même pour l'immobilier ou autre. Donc ça va se compenser finalement, et je ne vois pas de schéma d'aversion au risque fort dans ce contexte-là. Si en plus on échappe à la récession ou si elle est très très légère, finalement ça reste un bon mix pour les banques. Vous avez toujours des marges qui sont là, il n'y a pas de récession. Les pays qui effrayaient un peu effraient moins, l'Italie par exemple, il y a aussi un peu de consolidation. C'était des bons performeurs d'ailleurs, les titres italiens depuis pas mal de temps. Oui. Et moi je pense que ça va durer. Je ne vois pas du tout de changement de stratégie pour Italie. Le MIB, je pense qu'il faut vraiment le garder en portefeuille. Même une petite windfall tax sur les profits des établissements bancaires. On en a vu en Espagne, au Royaume-Uni, etc. Il y a des secteurs bancaires qui sont plus taxés que d'autres dans un secteur qui est déjà fortement taxé. Et puis le gouvernement n'a pas renchéri de ce côté-là. On a vu même plutôt une personne de communication visant à couper un peu la perception du risque par rapport au marché. Donc moi, je vois vraiment plutôt la chose revenir sur les niveaux de 2017-2018, 200 points pour l'indice sectoriel. On est à 160 actuellement. Ça fait 25 points
points de potentiel. Et je pense qu'on peut projeter ça, en gros, d'ici la fin 2024. Donc voilà, sur les 12 à 18 prochains mois, je pense que parier sur un 25% de plus pour les banques européennes, c'est pas un pari idiot. C'était la petite comparaison. Les équipes d'Axiom sont venues nous voir, grands spécialistes de l'investissement dans le secteur bancaire, qui faisaient remarquer que 6 ou 7 mois après la faillite de SVB aux États-Unis, les banques régionales américaines étaient mieux valorisées toujours que les banques de la zone euro, que les banques européennes. Bon, chacun regarde cette histoire comme il le veut, mais c'est vrai qu'il y a quand même peut-être matière à regarder la valeur des banques européennes aujourd'hui. Et puis vous vouliez terminer avec le Russell 2000, donc l'indice des valeurs moyennes américaine, qui donc a enchaîné un triple top, c'est ça Alors justement, ça, ce sera la vision très négative. C'est-à-dire triple top, attention mon Dieu, ça va se retourner. Après, le triple top, il s'en serait un si on était vraiment sur des records. Voilà. Là, comme on avait déjà pas mal chuté 2021 et surtout 2022, ça ressemble plutôt à ce qu'on appelle une zone d'accumulation. C'est-à-dire que le gros de la correction est passé sur les small cap américaines. C'est un indice, il faut bien le noter, qui dès 2021 avait commencé à latéraliser alors que les large cap, le Dow, Nasdaq ou autres, montaient toujours. Donc c'est un indice qui a déjà du retard en 2021, il a chuté comme les autres en 2022, et depuis, vous voyez, on voit ces niveaux, c'est un indice qui est quand même très très technique. On le voit, il y a les obliques long terme post-crise des subprimes, ça reste des supports très très importants qui sont joués depuis 2022. Je vois très peu de raisons désormais, vu que le gros des hausses de taux est déjà passé. Alors il y a effectivement le ralentissement économique qui va être quand même le thème probablement pour les US d'ici la fin de l'année, mais la Fed pilote quand même très bien pour l'instant cette histoire-là. Donc je vois pas l'aversion, elle a déjà eu lieu, si vous voulez. C'était 2022, c'est quand on montait à coup de 75 points de base à chaque réunion, que la Chine confinait, que le stress était là. Désormais, pas mal de pans de stress 2022 ont été enlevés. C'est pas rose pour autant, mais je pense qu'on va continuer à accumuler dans cette espèce de triangle en fait de consolidation. Et le prochain test des 2000 points, ce sera vraiment la très belle zone d'entrée pour être long sur les. Ça va nous amener avec la discussion qu'on aura dans un instant avec Frédéric Ducrozet. Mais vous dites finalement ce qui a été violent pour un indice comme le Russell, ça a été le front loading sur les taux, hein, la hausse agressive des taux d'intérêt, la course des taux derrière l'inflation 2022. Mais le schéma higher for longer, il sera moins douloureux pour un indice comme le Russell 2000. Je pense qu'il y a peut-être des effets de dollar qui vont aussi rentrer dans l'équation. Là, le dollar, c'est quand même pas mal renforcé. Il s'est encore renforcé depuis quelques mois. Il s'était beaucoup renforcé l'année dernière. Pour moi, la Fed va conserver un message assez faucon cette semaine, mais je vois pas pourquoi elle paraît de hausse de taux. La question du pétrole, ça va être du volatile, donc normalement, elle va lire au travers de ça, elle va pas s'arrêter là-dessus. Donc, voilà, pour moi, il y aura des discours peut-être un peu faucons pour la forme, pour que les conditions financières se maintiennent là où elles sont, mais sur le fond, je pense qu'au sein de la Fed, beaucoup sont convaincus qu'on est déjà au taux terminal. Merci beaucoup Alexandre. Alexandre Baradez et les équipes d'IG avec nous chaque lundi à 13h30 en direct dans Smart Bourse sur Bismart. C'était votre programme avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés.